Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous le concept des tables de rappel parce que j'ai beaucoup de questions sur cette notion de table de rappel qui revient donc souvent donc on m'envoie un email. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'où ça vient, à quoi ça sert vraiment parce que ça c'est une question qu'on me pose très souvent. À quoi ça sert et surtout l'idée c'est de savoir comment on va pouvoir donc l'intégrer ces tables de rappel parce que c'est un processus qu'il faut complètement automatiser. Parmi toutes les stratégies de mémoire que vous pouvez travailler, donc il y a évidemment toutes les stratégies que je peux vous délivrer à droite ou à gauche, mais la table de rappel pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Vraiment, si vous voulez progresser dans l'art de la mémoire, si vraiment vous voulez obtenir de super résultats, eh bien vous avez intérêt à travailler sur la table de rappel. C'est quelque chose qui a été enseigné, qui nous vient de très très loin, hein, si on prend l'histoire de tout ça, et qui malheureusement n'a pas été enseigné, on va dire beaucoup, à partir de la fin du 19e siècle. Et ce sont les magiciens, c'est vraiment les magiciens, les illusionnistes, qui ont redécouvert ces stratégies au départ plutôt pour faire du spectacle et pour étonner un large auditoire. Mais je vais vous expliquer d'où ça vient. Historiquement, si vous voulez, on a très vite compris comment la mémoire, enfin on a très vite supposé, si vous voulez, comment la mémoire fonctionnait. On avait compris qu'effectivement, il fallait faire un gros travail d'attention. Par exemple, il fallait être capable de bien fixer l'information pour que celle-ci puisse se maintenir, puisse être active, si vous voulez. Et plus tard, on a compris que c'était pas... ça ne suffisait pas, il ne suffisait pas que de retenir l'information, il fallait aussi être capable de la retrouver, de la récupérer. C'est là qu'on a commencé à travailler sur des processus mnémotechniques, donc de récupération. Et la mnémotechnique, c'est plutôt, on va dire, utile pour retrouver des informations, pour récupérer l'information. On fait souvent un peu l'amalgame, mais l'art de la mémoire, ce n'est pas que de la mnémotechnique. La mnémotechnique n'est qu'une partie de l'art de la mémoire. Il faut d'abord bien fixer l'information et ensuite mettre en place des processus pour bien récupérer. Et la table de rappel s'inscrit vraiment dans cette optique-là. Historiquement, si on doit ramener à l'histoire de tout ça, au départ, si vous voulez, les anciens, ils avaient trouvé des stratégies pour retrouver des informations, des mots-clés, notamment dans l'art du discours, hein, parce que autrefois, évidemment, il n'y avait rien pour noter, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait pas tout ça. Donc, on devait faire confiance à sa mémoire. Et donc, les anciens ont dû trouver des solutions pour retrouver des idées clés, des mots-clés. Et à partir de ces mots-clés, ils étaient capables donc de déclencher leurs souvenirs naturels et donc d'extrapoler leurs pensées. Et donc, il y a des méthodes comme ça qui ont passé le temps. Et on va dire, aux alentours du XVIIe siècle, on a un Italien qui s'appelait Jean-Baptiste Porte, qui a commencé à travailler sur ce qu'on appelait un code imagé. Un code imagé, c'est-à-dire que à ce moment précis de l'histoire, si vous voulez, on essayait de trouver des solutions pour retenir des chiffres et des nombres. Jusqu'à présent, on n'avait pas trouvé de solution. Et on s'est dit que de toute façon, pour retenir des chiffres et des nombres, il fallait à un moment donné les traduire. Parce que vous essayerez vous-même, il est beaucoup plus facile de se rappeler d'images et de mots que de se rappeler de nombres qui sont souvent abstraits et qui n'ont pas de sens. Donc ça, c'était très important. Et qu'est-ce que à cette époque-là, on a essayé de faire? On a essayé de trouver des corrélations entre les chiffres et des images, des chiffres, des nombres et des images. Et par exemple, au début, les premiers codes imagés, donc au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, pardon, on s'est dit que le 0 ressemblait dans sa forme à une citrouille, par exemple, d'accord? Le 1 ressemblait à un couteau dans sa forme. Le 2 ressemblait à une faucille. Et donc, on a commencé à travailler comme ça sur des correspondances imagées en fonction de la forme. Le problème, c'est que quand on arrivait au nombre, donc quand on avait passé les chiffres, hein, de 0 à 9, ça devenait compliqué d'avoir une image qui remplaçait 12, par exemple. C'était compliqué. Donc, on a commencé donc à ce moment-là à travailler sur de la phonétique. 0, so, 1, les 1, le 2, un nœud. C'est-à-dire que là, pour le coup, on traduisait par des images basées sur le son. Et ça a plutôt pas mal marché et donc il y a encore des gens qui utilisent ce genre de principe. Sauf que c'est pareil, au bout d'un moment, quand on a des grands nombres, quand on a plus que des chiffres si vous voulez, ça devient compliqué de traduire 31 par exemple ou de traduire 42. Donc c'est pas toujours très simple. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a un mathématicien qui s'appelait Pierre Erigone,
qui lui a eu une autre idée. Il s'est dit tiens, si j'inventais un code qui permettrait donc de traduire les chiffres et les nombres de façon fiable et on va dire sans aucune limite. Et donc Pierre Irigon, il a commencé à travailler sur un code basé sur les consonances qui mélangeait les consonances et les voyelles. Et ça a été le début, on va dire, c'est une révolution à ce niveau-là, hein, donc dans l'art de la mémoire. Parce que son code, donc, si vous voulez, il a été repris par un autre Français qui s'appelait Aimé Paris. Aimé Paris qui, lui, est à l'origine de la sténographie. Et Aimé Paris, lui, ce qu'il a voulu faire à cette époque, et donc là, on est au 19e siècle, hein, réellement. Aimé Paris qui a enseigné la sténographie, donc l'art d'écrire rapidement de l'information, de prendre des notes. Eh bien, il s'est dit, tiens, si j'inventais une sténographie de la mémoire. C'était ça, c'était vraiment son objectif, c'était de créer une sténographie de la mémoire. Alors, il a repris les travaux donc, de Pierre Irigon et puis d'autres, hein, parce qu'il y a eu aussi un Allemand qui s'appelait Grégoire Fennegle et tout. Enfin bref, il y a eu pas mal de personnes qui à l'époque travaillaient un petit peu sur tout ça. Et l'idée qu'il a eue, donc Aimé Paris, c'est de s'appuyer uniquement sur des consonances et non plus les voyelles. Donc par exemple, le 0 se code par ce ou ze, le 1 par te ou de, le 2 par ne, le 3 par me, etc. etc. C'est un code. Donc le code chiffre-lettre, il faut l'apprendre par cœur. Ça, c'est un truc qu'il faut apprendre par cœur. Et quand vous avez donc créé votre code chiffre-lettre, quand vous avez appris votre code chiffre-lettre, il faut ensuite se constituer ce qu'on appelle une table de rappel. Une table de rappel va respecter le code. Par exemple, si je veux coder le chiffre 1, eh bien, je vais utiliser la consonance te ou de et trouver un mot en rajoutant des voyelles. Par exemple, ça peut être du thé, le thé à boire, vous savez, le thé. Ça pourrait être un dé à jouer, si on veut prendre le dé, l'un ou l'autre. Donc on respecte la consonance, on rajoute des voyelles. Et une fois que vous avez trouvé l'image, cette image-là, une fois que vous avez trouvé la correspondance qui vous convient, si vous voulez, eh bien vous ne la changez plus jamais, vous la conservez, vous la gardez. Et de façon automatique, eh bien vous devez mentalement remplacer le 1 par du T ou par un D ou ce que vous voulez. Le 2, on pourrait le remplacer effectivement par un ne, parce que du coup ça correspond entre la consonance du ne et de la voyelle, mais ça pourrait être une noix, ça pourrait être un ni, etc. etc. Le 3, c'est me, on pourrait le remplacer par un moi, par un ma, etc. etc. Donc voilà ce qu'on a essayé de faire. Si on veut aller plus loin, l'avantage c'est que si on veut aller plus loin, si on veut prendre donc des nombres, 12 par exemple, 12 on peut le coder par un mot qui va respecter l'ordre donc des chiffres là, te, ne, il me faut un mot avec le son te, ne ou de, ne. Ça pourrait être par exemple un tonneau. Un tonneau, ça marche bien. Regarde bien le te et le ne, ça veut bien dire 12. Ou une dune, par exemple, une dune. Vous voyez? Donc c'est ça le principe de la table de rappel. Donc c'est quelque chose qui est très ancien, qui a été longtemps enseigné. Et évidemment, moi j'en parle beaucoup, j'en parle dans mes formations, je donne aux gens donc différentes façons de faire parce qu'il y a d'autres façons de faire. Ce que j'aimerais donc partager avec vous ici, c'est comment on peut mémoriser durablement une table de rappel. Car l'idée, elle est là. La plupart du temps, les gens, ils aimeraient avoir cette table de rappel, mais il leur manque la motivation. En fait, ils ne savent pas tellement pourquoi ils doivent le faire, ou en tout cas, ils ne savent pas comment le faire. Alors, pour la motivation, le truc est très simple, c'est de se projeter dans les utilisations que vous allez pouvoir en faire. Alors moi, je vous donne mes différentes utilisations possibles, imaginables. Moi, la table de rappel, ça fait maintenant plus de 20 ans que je l'ai, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose que je maîtrise parfaitement bien. Je l'ai amélioré, je l'ai travaillé dans différentes solutions, différentes configurations. J'ai plein d'autres modèles, enfin bref, ça ce sont des choses que je vais pouvoir partager avec vous. Et la motivation, par exemple, c'est de se dire à quoi ça va me servir. Moi, par exemple, je suis dans la rue, ça m'est arrivé bien des fois d'être dans la rue et on m'appelle, sauf que sur le numéro de téléphone, sur mon portable, il n'y a pas de numéro qui s'affiche. Et là, on me demande de rappeler à tel numéro. Et là, on me donne un numéro de téléphone, les gens pensent que j'ai quelque chose pour noter alors que j'ai absolument rien. Et moi, dans ce cadre-là précis, je dois être capable de retenir à la volée des numéros de téléphone. Et comment ça marche? Tout simplement, eh bien,
quand on me donne le numéro de téléphone, à chaque fois qu'on me donne un numéro, moi je vois une image et je fais des associations d'images et ça me donne une petite histoire qui se retient très bien. J'ai souvent fait ce genre d'exercice à la télévision notamment et donc ça a souvent bluffé des tas de personnes pour mémoriser ce genre de choses parce qu'on peut aussi s'en servir pour retenir des codes de carte bancaire. Je sais pas, ça a déjà dû vous arriver, ça d'être un jour arrivé un soir un peu fatigué, vous arrivez à la fin de vos courses et puis vous mettez la carte bancaire dans le terminal de paiement là, et puis donc au moment où vous allez taper le code, et bien là vous avez soit un trou de mémoire, soit tout simplement vous faites une erreur et c'est marqué code faux et là vous commencez à cogiter et vous retentez votre chance et c'est à nouveau code faux et là vous paniquez parce que vous savez très bien que vous n'avez le droit qu'à 3 chances parce qu'après la carte elle marche plus quoi. Enfin, en tout cas c'est avalé quoi. Et donc là vous arrachez votre carte et puis vous rendez vos courses. Donc l'intérêt d'une table de rappel, eh bien, ça va vous permettre de traduire vos codes par des histoires, par des images tout simplement et vous allez voir c'est beaucoup plus facile de s'en rappeler. L'autre utilisation possible, très simplement les dates d'anniversaire, les dates de naissance, tout ce que vous voulez. Moi si vous avez suivi mon actualité, je me suis lancé le défi de mémoriser une encyclopédie de culture générale. Et donc dans cette encyclopédie, j'ai j'ai plein de dates, hein, j'ai de l'histoire, donc j'ai ce genre de choses. Et parfois il y a des dates qui ont du mal à rentrer. Hein. Par exemple, moi j'avais du mal à retenir que Louis XIV est mort en 1715. 1715, je savais que c'était 1700 quelque chose, mais je ne savais plus si c'était le 1711 ou 1717 ou ce genre de choses. Donc 15 dans ma table de rappel, le 15 se code par une télévision, une télé. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour m'en rappeler de façon sûre et fiable? Je me suis juste imaginé que Louis XIV était mort devant sa télé. Alors c'est évidemment complètement farfelu parce que on sait très bien que Louis XIV n'avait pas de télévision, mais l'image elle est restée. Louis XIV il est mort devant sa télé en 1715 si vous voulez. Donc vous voyez, ça sert à tout ça, mais pas seulement. Ça sert aussi à récupérer des informations, on va dire, plus lexicales, des mots, par exemple, des mots-clés. Moi, je m'en sers beaucoup pour mon encyclopédie de culture générale. Sur chacune des pages, donc sur chacune des pages, vous avez un numéro de page. Et bien, ce numéro de page-là, il est associé au titre de la page principale. Et ça me permet, moi, de déclencher le souvenir naturel. Donc, vous voyez, la table de rappel, c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser. Il faut se donner la peine vraiment de maîtriser cet outil parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait être enseigné dès le plus jeune âge, hein, ça vous l'avez bien compris, et qu'on peut apprendre on peut apprendre toute sa vie. Il n'y a pas de limite. Le vrai souci aujourd'hui, c'est la stratégie. Alors voilà ce qui va se passer. Voilà ce que je vous propose. Vous avez compris certainement l'intérêt de tout ça, de la table de rappel. Vous avez peut-être déjà commencé à la travailler. Peut-être que vous avez du mal justement à vous y mettre. Peut-être que vous avez vraiment, on va dire, pas. Vous savez que c'est intéressant, que c'est utile, mais que vous n'avez pas encore trouvé le moyen pour la retenir. Je vous propose là, cette semaine en tout cas, dimanche prochain, je vous propose un atelier spécial table de rappel dans lequel je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les tables de rappel évidemment, enfin tout ce qu'on peut concevoir comme table de rappel, les différents modèles. Et surtout, je vais vous amener à les mémoriser. Vous allez apprendre à mémoriser, à acquérir littéralement une table de rappel. On va essayer de faire en 1h30 au moins les 20 premières étapes parce qu'une table de rappel efficace, si vous voulez, ça va de 1 à 100. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est à la fin d'une heure, 1h30, 2 heures, on verra, eh bien vous ayez au moins les 20 premières correspondances donc, de votre table de rappel. Et je vais vous montrer exactement comment faire pour ensuite continuer tranquillement chez vous et pour qu'en l'espace de 4 ou 5 jours, vous ayez l'intégralité. Et surtout que vous ayez la méthode pour la conserver dans le temps, cette table de rappel. Et vous allez voir, c'est un truc que je suis en train de tester moi avec des chefs d'entreprise et des dirigeants et des managers de toute catégorie si vous voulez, parce que moi je fais beaucoup d'interventions partout en France. Et c'est une méthode que j'ai commencé à mettre en place dans ces formations en live et je vais vous montrer comment je fais. C'est extrêmement simple, vous allez voir, c'est très simple à faire, on va le faire ensemble et je vais vous montrer pas à pas comment on parvient à intégrer une table de rappel et ensuite donc pour pouvoir ensuite la conserver dans le temps. Donc ce que je vous propose, si vous avez bien compris l'intérêt de la table de rappel, pourquoi il faut s'en servir en tout cas, quels sont à peu près les premiers modèles que je vais évidemment vous redonner ou vous rappeler au cours de l'atelier.
Si vous avez compris tout ça, je vous propose de me rejoindre et de vous inscrire juste ici sous-dessous à l'atelier qui aura lieu donc dimanche prochain. Et de participer avec moi à ce premier atelier sur la table de rappel. Et je vais vous guider pas à pas, je vais vous accompagner et je vais vous amener à vraiment intégrer cette table de rappel pour que voilà, vous puissiez être complètement autonome. Donc je vous propose c'est de vous inscrire juste en dessous et vous avez en plus le petit détail qui vous est rappelé donc en dessous de cette vidéo. Et je vous retrouve dans ce cas-là au cours de l'atelier pour qu'on puisse ensuite donc travailler tout ça. Alors je précise, c'est un atelier qui sera fait en direct, qui sera aussi enregistré. Donc vous pouvez aussi vous inscrire si vous n'êtes pas sûr d'être là. C'est mieux si vous êtes là parce qu'au moins on peut interagir, on peut donc discuter, etc. Mais si vous n'êtes pas là ou si vous avez un empêchement, dans tous les cas, de toute façon, je vais l'enregistrer et vous aurez accès de toute façon au replay. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous à l'atelier, sur l'atelier. Et on va ensuite donc travailler comme ça la table de rappel. Passez une bonne journée, à très vite et merci pour votre attention.